La vue depuis le salon du penthouse avait toujours été spectaculaire. Mais ce soir, l'atmosphère était étouffante. L'air était saturé de parfums hors de prix et de ce genre de rire qui ne respire pas la joie, juste l'arrogance. Maxime tenait court près des baies vitrées, faisant tourner un verre de whisky qui coûtait probablement plus cher que mon budget course de la semaine. Il avait cette lueur dans les yeux, celle qui annonçait qu'il allait dire quelque chose qu'il trouvait hilarant. Tante Valérie se tenait près de lui, drapée dans un cachemire qui semblait doux, mais qui avait l'air d'une armure. Ils me fixaient tous les deux. « Honnêtement, Chloé, » lança Maxime, sa voix portant sans effort à travers la pièce, « je ne sais pas comment tu fais pour respirer en bas. Le 2e étage, c'est à peine au-dessus du niveau de la rue. Ça sent les pots d'échappement et le désespoir. » Valérie gloussa en sirotant son champagne. « Oh, arrête, Maxime. On la laisse monter ici, n'est-ce pas? C'est important de se souvenir d'où l'on vient. Même si là où l'on vit est, eh bien, une boîte à chaussures. » Assise dans un coin, je sirotais mon eau gazeuse sans rien dire. Je laissais leurs mots flotter dans l'air, lourds et écœurants. Ils prenaient mon silence pour de la honte. Ils pensaient que je m'enfonçais dans le fauteuil en cuir parce que je me sentais petite. Ils ne réalisaient pas que j'étais simplement en train de calculer. Ils étaient bruyants, désordonnés et endettés jusqu'au cou. J'étais silencieuse, solvable, et j'analysais chacun de leurs mouvements. Ils voyaient une parente pauvre. Je voyais des passifs financiers. Avant de vous raconter comment j'ai légalement expulsé ma propre tante, laissez un commentaire et dites-moi. Avez-vous déjà été le vilain petit canard qui réussissait en fait mieux que tout le monde? Je veux entendre votre histoire. La réunion d'urgence du conseil syndical n'avait rien d'une urgence, et elle ne concernait certainement pas les copropriétaires. C'était une exécution déguisée en procédure administrative. Nous étions assis autour de la table en acajou dans la salle de conférence du penthouse. Tante Valérie présidait, la posture rigide, les mains croisées sur un dossier en cuir. Elle ressemblait à une reine s'apprêtant à signer un arrêt de mort, sauf qu'elle n'était qu'une femme avec trop de dettes et un besoin désespéré de contrôler son environnement. « Il faut se rendre à l'évidence », commença Valérie, d'une voix lisse et rodée. « Le palais Monceau a une réputation à tenir. Nous sommes un immeuble de prestige. Mais, ces derniers temps, nous sommes en déclin. Nous avons des appartements qui sont franchement indignes de nous. Des unités qui attirent une population transitoire. Des freelances. Des travailleurs précaires. Des gens qui n'investissent pas dans la communauté parce qu'ils peuvent à peine se permettre d'être ici. » Ses yeux se posèrent sur moi pendant une microseconde. Juste assez pour marquer le coup. Assez court pour le nier plus tard. Maxime hocha vigoureusement la tête à côté d'elle, tapotant un stylo en or contre la table. « Exactement, » dit-il. « Nous devons élever la classe d'actifs. Si vous n'apportez pas de valeur à l'immeuble, vous tirez la valeur nette vers le bas pour le reste d'entre nous. » Valérie ouvrit son dossier et fit glisser une feuille unique vers le centre de la table. « Je propose un nouveau règlement de copropriété. Le standard Monceau. Avec effet immédiat après un vote majoritaire, tout renouvellement de bail nécessitera une attestation de patrimoine net vérifiée de 5 millions d'euros. Nous allons supprimer les studios du 2e étage pour les combiner en salle de sport ou en espace de stockage pour les suites du penthouse. » La pièce devint silencieuse. J'ai regardé le papier. C'était une arme ciblée. Il n'y avait qu'un seul studio occupé au 2e étage. Le mien. Il ne changeait pas seulement les règles. Il concevait une politique spécifiquement pour me mettre à la rue. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas défendu les droits des autres locataires, ni souligné que c'était discriminatoire. J'ai simplement glissé la main dans ma poche et appuyé discrètement sur enregistrer sur mon téléphone. Maxime se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres. « C'est juste les affaires, Chloé. Tu comprends le business, non? Ou tu as besoin que je t'explique comment fonctionne la valeur immobilière ?» Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur mes mains. Il s'attendait à ce que je discute. Il s'attendait à ce que je plaide la pauvreté. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais toujours là, dans cette boîte de 35 mètres carrés, alors qu'ils supposaient que je me noyais. Ils appellent ça le piège du survivant. Mais moi, j'appelle ça mon encre. Ces 5 dernières années, alors que mon patrimoine grimpait silencieusement vers les milliards, je suis restée dans ce studio. Pas parce que je le devais, mais parce que j'en avais besoin. Cette petite pièce, avec ses fenêtres mal isolées et ce radiateur qui claquait à 3 heures du matin, était mon rappel à la réalité. C'était le seul endroit de ma vie où les gens ne voulaient rien de moi.
Quand on n'a rien, on apprend exactement qui sont ses amis. On apprend qui vous traite avec dignité quand ils pensent que vous ne pouvez rien faire pour eux. Cet appartement n'était pas une cage. C'était un filtre. Il gardait les faux jetons à distance. Il me rappelait la faim que je ressentais quand j'ai lancé Apex Living depuis le box d'une bibliothèque municipale. Chaque fois que j'entrais dans cet espace réduit, je me rappelais que tout peut être repris en une seconde si on devient négligent. Vivre petit n'était pas une punition. C'était une discipline. C'était la chaîne invisible que je portais volontairement pour garder les pieds sur terre pendant que ma famille s'envolait en montgolfière gonflée à la dette. 5 millions, dis-je, la voix plate. C'est une barre haute pour un immeuble qui n'a pas refait sa plomberie depuis les années 90. Valérie plissa les yeux. C'est un standard d'excellence, Chloé. Si tu ne peux pas l'atteindre, peut être que tu serais plus à l'aise à Sarcelles. Ou peut être que tu peux retourner chez tes parents. Quoique, à 29 ans, c'est un peu tragique. Le vote est dans 3 jours, ajouta Maxime, regardant sa montre comme s'il avait quelque part d'important où aller. Prépare tes papiers, cousine. Où commencent tes cartons? Je me suis levée. Je n'ai pas claqué ma chaise. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste regardé les deux mes parents par le sang, des gens avec qui j'avais passé les fêtes, des gens qui essayaient actuellement de m'expulser par sport. J'aurai mes papiers prêts, dis-je. Assurez-vous juste d'avoir les vôtres. Je suis sortie du penthouse, l'enregistrement tournant toujours dans ma poche. Il pensait qu'il venait de me donner un avis d'expulsion. Ce qu'il m'avait réellement donné, c'était des aveux. Je n'ai pas attendu l'ascenseur. J'ai pris les escaliers depuis le toit, ayant besoin du mouvement physique pour brûler l'adrénaline qui montait dans mon sang. Mais Maxime, opportuniste comme toujours, a pris l'ascenseur express et m'attendait dans le couloir du 2e étage, appuyé contre le cadre de ma porte comme s'il était propriétaire des lieux, ce qui, dans son esprit, était pratiquement le cas. « Tu sais, Chloé, » dit-il en vérifiant son reflet dans la plaque en laiton de ma porte. « Je te rends service, en fait. Tu coules ici. Je le vois bien. La vie de freelance, les sweats à capuche. Tout ce délire d'artiste en galère. C'est mignon quand tu as 22 ans. À 29 ans, c'est juste triste. » Il sortit son téléphone, exhibant un écran rempli de lignes rouges et vertes en dents de scie. La crypto remonte. Je viens de faire 10 000 € juste en restant ici à te parler. C'est probablement quoi? 3 mois de loyer pour toi? J'ai regardé l'écran. J'ai reconnu la plateforme. C'était un échange, à haut risque connu, pour ses problèmes de liquidité. Il n'investissait pas. Il jouait au casino avec de l'argent qu'il avait probablement emprunté sur son appartement. Bravo à toi, Maxime, dis-je en cherchant mes clés. Il ne bougea pas. J'ai déjà l'entrepreneur sous la main. Une fois qu'on t'aura viré, j'abats ce mur. Cette unité fera une salle de sport d'enfer à la maison. Peut être un sauna. Je n'ai pas encore décidé, mais je penserai à toi quand je transpirerai. Il rit, un son sec et aboyant qui résonna dans le couloir étroit. Il pensait être le prédateur ici. Il pensait être le gros chien coinçant le chat errant. Il n'avait aucune idée qu'il taquinait une lionne qui possédait le zoo. Juste un conseil, dis-je en déverrouillant la porte et en la poussant juste assez pour me glisser à l'intérieur. Avant de commencer à abattre des murs porteurs, tu devrais vérifier les clauses de la dette de l'immeuble. Certains créanciers deviennent très nerveux quand on altère la garantie. Il cligna des yeux, la confusion voilant son arrogance pendant une fraction de seconde. De quoi tu parles? On n'a pas de créancier. On est propriétaire. C'est ça, dis-je. Dors bien, Maxime. J'ai fermé la porte et tourné le verrou. Le silence de mon appartement m'enveloppa instantanément. Pour ma famille, cette pièce était un symbole de mon échec. Une boîte de 35 mètres carrés sans vue et au parquet éraflé. Mais alors que je marchais vers le bureau dans le coin, la réalité était très différente. J'ai tapoté la barre d'espace de ma station de travail sur mesure. 3 moniteurs s'animèrent, baignant la pièce d'une lueur bleue froide. Ce n'était pas là que je cherchais des missions freelance. C'était le centre de commandement d'Apex Living. Depuis ce bureau, je gérais un portefeuille d'actifs qui faisait passer le palais Monceau pour une maison de Monopoly. Je ne me suis pas connectée aux réseaux sociaux. Je me suis connectée à mon serveur sécurisé. Il y a 2 semaines, quand Valérie a commencé à faire du bruit sur le fait de nettoyer l'immeuble, j'avais discrètement commandé un audit forensique des finances du syndic. Je connaissais ma famille. Je savais qu'ils aimaient les belles choses. Et je savais qu'aucun d'eux n'avait travaillé une vraie journée depuis 10 ans. Les chiffres devaient bien craquer quelque part. J'ai ouvert le dossier. J'ai fait défiler le résumé exécutif, chassant les détails.
Mes yeux scannaient les lignes de données, cherchant les anomalies que je savais être là. Et puis, je l'ai trouvé. Oncle Bernard, le trésorier nerveux qui transpirait toujours à travers ses chemises au dîner de Noël, avait été occupé. Il y avait une ligne budgétaire pour fonds de rénovation du hall. 550 000 € alloués au cours des 10 à 8 derniers mois. J'ai regardé les reçus joints au dossier. Il ne venait pas d'une entreprise de construction. Il venait d'une société écran immatriculée au Luxembourg. J'ai lancé un traçage rapide sur l'entité. Elle menait à une agence de location de luxe à Saint-Tropez. Mon souffle s'est coupé. Ils n'avaient pas rénové le hall. Ils n'avaient même pas acheté un nouveau tapis. Ils avaient siphonné plus d'1 demi-million d'euros de l'argent des résidents pour payer une saison de location estivale. Ils volaient les gens mêmes qu'ils méprisaient. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise, la lueur des moniteurs se reflétant dans mes yeux. Maxime était dehors à se vanter de gains crypto qui n'existaient pas, prévoyant de transformer ma maison en sauna, pendant que son père détournait des fonds pour prétendre qu'il était encore riche. C'était la différence entre nous. Ils avaient hérité de leur statut et le traitaient comme une ressource infinie qu'ils pouvaient exploiter jusqu'à l'effondrement. J'avais construit le mien à partir de rien, brique numérique par brique numérique. Je comprenais la valeur d'1 euro parce que j'avais réellement gagné les miens. Ils jouaient à la dinette avec de l'argent qui n'était pas à eux. J'ai sauvegardé le fichier sur un disque sécurisé et imprimé une copie papier. Les pages étaient encore chaudes quand je les ai ramassées. Ce n'était pas juste des ragots, c'était des munitions. Maxime voulait parler de valeur nette. Très bien, on pouvait parler de valeur nette, mais d'abord, on allait parler de vol. 3 jours plus tard, l'air dans la salle de conférence du penthouse était encore plus froid que d'habitude. Le conseil s'était réuni pour le vote final sur le standard Monceau. Il vibrait pratiquement d'anticipation. C'était le moment où ils allaient enfin effacer la tache de leur registre immaculé. Tante Valérie était assise en bout de table, un stylo de luxe prêt au-dessus du procès-verbal. Maxime faisait craquer ses articulations, ressemblant à un enfant le matin de Noël attendant d'ouvrir un cadeau qu'il savait coûteux. Oncle Bernard était là aussi, transpirant à travers son col malgré la climatisation agressive. Je suis entrée juste au moment où Valérie s'éclaircissait la gorge pour ouvrir la séance. Je ne portais pas de tailleur. Je portais mon habituel sweat gris et un jean, mais aujourd'hui, je portais un lourd classeur noir à 3 anneaux. « Tu es en retard », claqua Valérie, sans prendre la peine de lever les yeux. « Et franchement, ta présence n'est pas requise. Nous votons sur le nouveau règlement. À moins que tu n'aies la preuve de 5 millions d'euros en actifs liquides, tu peux attendre dans le couloir l'avis d'expulsion. » Maxime ricana. Peu. Être qu'elle a trouvé de la monnaie sous les coussins du canapé. Je n'ai pas répondu. J'ai marché jusqu'à l'autre bout de la table et j'ai laissé tomber le classeur. Il a frappé l'acajou avec un bruit sourd et lourd qui a réduit la pièce au silence instantanément. Ça sonnait comme un marteau de juge. « Je n'ai pas besoin d'attendre dans le couloir, » dis-je, ma voix calme, presque ennuyée. « Et vous n'avez pas besoin de voter. Le standard Monceau est hors sujet. »« Pardon ?» Les yeux de Valérie se plissèrent. « Ceci est une réunion du conseil. Tu es locataire. Tu n'as aucune autorité ici. En fait, » dis-je en me glissant sur une chaise, « je ne suis pas là en tant que locataire. Je suis là en tant que messagère. Vous devriez ouvrir ce classeur à l'onglet 3. » Valérie hésita, jetant un coup d'œil à Maxime, puis tendit la main et ouvrit le classeur. Ses yeux scannèrent la page. J'ai regardé le sang se vider de son visage en temps réel. C'était une réponse physiologique fascinante. D'abord, la confusion, puis la pâleur, puis la terreur pure et simple. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle. « C'est un avis de défaut de paiement, » expliquai-je. De la part du prêteur principal de l'immeuble, oncle Bernard fit un bruit de radiateur en fin de vie. « C'est impossible. Nous avons fait le paiement des intérêts le mois dernier. »« Vous l'avez fait, » acquiesçai-je. « Mais les clauses hypothécaires ne concernent pas seulement les paiements mensuels, Bernard. Elles comportent aussi des clauses strictes concernant la fraude, le détournement de fonds et la mauvaise gestion financière. Quand 550 000 € du fonds de réserve disparaissent, disons, vers une société écran payant pour une location à Saint-Tropez, cela déclenche un événement de défaut immédiat. » Bernard devint gris. Il agrippa le bord de la table, comme si le sol basculait. « L'audit bancaire a été déclenché il y a 3 jours, continuai-je. Ils ont trouvé l'écart, et selon les termes du prêt commercial, ils ont exercé leur droit d'exiger le remboursement anticipé de la dette. La totalité du solde principal, les 40 millions d'euros, est due immédiatement. » Maxime se leva, sa chaise raclant violemment contre le sol. « Tu mens. Tu ne sais rien de nos finances.
Tu essaies juste de nous faire peur parce que tu es fauché. Vraiment? Je pointais l'écran au fond de la salle. Branche ton ordinateur. Maxime. Vérifie le portail bancaire. Il ne bougea pas. Il savait. Au fond de lui, sous les couches de parfum et de bravade, il savait. Mais ce n'est pas le pire, dis-je en me penchant en avant. Le pire, c'est comment vous avez structuré vos finances personnelles. J'ai fouillé dans les registres fonciers. Il s'avère qu'aucun de vous ne possède réellement ces pentouses, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce était absolu. C'était le genre de silence qu'on entend juste avant un accident de voiture. Vous les avez hypothéquées, dis-je. Vous avez ouvert des lignes de crédit personnelles sur vos appartements pour financer vos trains de vie, les voitures, les vacances, les écoles privées, et parce que la valeur de l'immeuble servait de garantie, vous avez signé des accords de garantie croisés. J'ai regardé Valérie. Elle tremblait. Cela signifie que si l'immeuble fait défaut, vos appartements font défaut. Vous ne possédez pas ces pentouses. Le créancier les possède. Et puisque l'immeuble est techniquement insolvable depuis ce matin, la procédure de saisie ne commence pas seulement pour le hall d'entrée. Elle commence pour vos salons. On peut arranger ça, bégaya Bernard, la sueur goûtant sur son nez. On peut appeler la banque. On peut négocier un plan de paiement. Vous auriez pu, corrigeai-je, hier. Mais les banques n'aiment pas traiter avec des cas de fraude. Elles préfèrent se débarrasser rapidement des actifs toxiques. Elles ont vendu la dette ce matin. Vendu? La voix de Valérie était un murmure déchiqueté. À qui? Qui a acheté la dette? J'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire de quelqu'un qui les avait regardés aiguiser des couteaux pendant des années, pour réaliser qu'ils les tenaient par la lame. Quelqu'un qui sait exactement ce que vaut cet immeuble, dis-je, et quelqu'un qui a absolument zéro patience pour les voleurs. Le visage de Valérie passa de pâle à un rouge marbré et furieux. Elle frappa du poing sur la table, le bruit claquant dans le silence comme un coup de pistolet. « C'est absurde, » siffla-t-elle. « Tu ne peux pas acheter notre dette. Ça ne marche pas comme ça. Je suis la présidente du conseil. J'appelle la sécurité. » Elle tendit la main vers le téléphone fixe de la table de conférence, ses doigts triturant le combiné. Elle avait l'air désespérée, comme un capitaine essayant d'ordonner à l'océan d'arrêter de monter. « Vas-y, » dis-je en me penchant en arrière dans ma chaise. « Appelle Marcel à la réception. Demande-lui qu'il signe son chèque de paie maintenant. » Valérie se figea, le téléphone à mi-chemin de son oreille. « Je ne ferai pas ça, tante Valérie, » dis-je doucement. « C'est assez embarrassant que tu sois sur le point de perdre ta maison. Tu n'as pas besoin de public. » Maxime bondit, essayant de me dominer physiquement. C'était sa technique habituelle, utiliser sa taille et son volume pour intimider. « Tu crois que tu peux venir ici avec de faux papiers et nous faire peur? Tu n'es personne, Chloé. Tu loues un placard. Tu es une blague. Je n'ai pas scié. J'ai juste branché mon ordinateur portable au câble HDMI de la salle de conférence. Le projecteur s'anima, projetant une lumière rectangulaire brillante sur l'écran derrière Valérie. « Assieds-toi, Maxime, » dis-je. Le cours commence. Un document apparut à l'écran. Ce n'était pas l'avis de défaut cette fois. C'était un acte de cession. L'entête était nette et indéniable. Transfert de propriété, créances hypothécaires et portefeuille de dettes associées. Je n'ai pas juste racheté les créances douteuses de la banque, expliquai-je, ma voix stable. J'ai racheté le sol. J'ai acquis les droits sur le terrain du Palais Monceau à 9h ce matin. Techniquement, l'immeuble appartient à la copropriété. Mais la copropriété est sur mon terrain. Et puisque la copropriété est en défaut de paiement merci au doigt collant de Bernard, j'ai le droit de saisir la structure entière. J'ai regardé autour de la table. L'arrogance avait disparu. À sa place, il y avait une vulnérabilité nue et frissonnante. C'était pathétique. Et soudain, j'ai compris, pendant des années, je m'étais demandé pourquoi ils étaient si cruels. Pourquoi avaient-ils besoin de se moquer de mon appartement? Pourquoi avaient-ils besoin de créer le Standard Monceau pour me pousser dehors? Je pensais que c'était parce qu'ils croyaient vraiment être meilleurs que moi. Mais en les regardant maintenant, recroquevillés dans leurs costumes coûteux qu'ils n'avaient probablement pas payés, j'ai réalisé la vérité. Ce n'était pas de la supériorité, c'était de la panique. « Vous savez, » dis-je en me levant, j'ai marché lentement autour de la table. Je comprends enfin. Toutes ces blagues sur ma boîte à chaussures, ce besoin constant de me rappeler que j'avais de la chance d'être autorisée à l'étage.
Ce n'était pas parce que j'étais pauvre. C'était parce que j'étais solvable. Je me suis arrêtée derrière la chaise de Valérie. Elle n'osa pas se retourner. Vous détestiez mon appartement parce qu'il était réel, dis-je. Il était petit, mais je possédais la vie à l'intérieur. Vous autres, vous louiez votre statut. Vous avez acheté les voitures, les montres, les pantouzes, tout ça pour construire cette illusion de pouvoir. Mais c'était juste un costume, et comme tout costume, ça a l'air ridicule quand on rallume les lumières. J'ai regardé Maxime. Il fixait le sol, son application crypto oubliée. C'est la tragédie du portefeuille vide, Maxime, dis-je. Quand tu n'as rien à l'intérieur, tu dois construire des murs à l'extérieur pour empêcher les gens de voir le vide. Vous m'avez attaqué parce que ma stabilité faisait trembler votre château de cartes. Vous aviez besoin que je sois petite pour vous sentir grand, mais le vrai pouvoir n'a pas besoin d'expulser les membres de sa famille pour prouver qu'il existe. Le vrai pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir le cash à la banque pour acheter le sol sur lequel se tiennent vos ennemis. Je suis retournée en bout de table. Vous n'êtes pas les propriétaires de cet immeuble, dis-je, ma voix descendant dans un registre qui ne tolérait aucune discussion. Vous êtes des squatteurs sur ma propriété, et j'ai des règles très strictes concernant les occupants non autorisés. Valérie leva enfin les yeux. Ses yeux étaient humides, son maquillage s'installant dans les rides de peur autour de sa bouche. « Chloé, chuchota-t-elle. Nous sommes ta famille. Non. » La corrigeai-je. « Vous êtes un passif. Et je clôture le compte. » « Clôturer le compte ?» répéta Valérie, la voix fine et aiguë. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... » Je saisis, dis-je simplement, l'immeuble, le hall et vos appartements individuels. Les documents de prêt sont clairs. En cas de défaut, le prêteur a le droit de prendre possession de la garantie. C'est vous. Je pointai à nouveau l'écran. Un nouveau document apparut, accord de règlement et renonciation aux poursuites. Cependant, dis-je en m'appuyant contre la table, je ne suis pas déraisonnable. Je sais à quel point vous tenez aux apparences. Une saisie publique serait salissante. La presse s'en donnerait à cœur joie. La présidente mondaine expulsée pour fraude. C'est un excellent titre. Maxime avait l'air malade. Il savait exactement ce que ce titre ferait à sa réputation déjà fragile. Alors, je vous offre un choix, dis-je. Option A. Vous me combattez. Je dépose les papiers de saisie demain matin. Je dépose aussi une plainte pénale pour détournement de fonds contre Bernard et Valérie. Vous perdez vos maisons, votre réputation et probablement votre liberté. J'ai laissé l'information pénétrer. Oncle Bernard sanglotait doucement dans ses mains maintenant. Ou option B, continuai-je. Vous signez cet accord. Vous démissionnez du conseil immédiatement. Vous me transférez vos parts de la copropriété en échange de l'annulation de la dette personnelle. Et vous libérez les lieux sous 30 jours. Discrètement. Pas de presse. Pas de drame. Vous partez. Simplement. Partir ? Bégaya Maxime. Mais c'est notre maison. Où sommes-nous censés aller ? J'ai entendu dire qu'il y a de charmantes locations à Sarcelles, dis-je, faisant écho à la suggestion précédente de Valérie. Quoique, sans un patrimoine de 5 millions, vous aurez peu, être besoin d'un garant. L'ironie le frappa comme un coup physique. Il s'affaissa sur sa chaise, vaincu. Valérie regarda l'accord puis moi. « Tu as planifié tout ça, » chuchota-t-elle. « Tu nous as laissé creuser ce trou. Je ne vous ai pas tendu la pelle, Valérie, dis-je. Vous avez volé l'argent. Vous avez hypothéqué les appartements. Vous avez essayé de m'expulser. Tout ce que j'ai fait, c'est acheter les conséquences. Un par un, ils ont signé. Il ne restait plus aucune combativité en eux. La purge qu'ils avaient planifiée pour moi les avait consumés à la place. Ils n'étaient plus les rois et reines du palais Monceau. Ils n'étaient que des locataires qui n'avaient pas payé leur loyer. Quand la dernière signature fut sèche, j'ai fermé le classeur. « Vous avez 30 jours, » dis-je. N'emportez pas les fils de cuivre en sortant. Je suis sortie de la salle de conférence, les laissant dans les décombres silencieux de leur propre cupidité. Un mois plus tard, le penthouse était différent. J'avais fait enlever les lourds rideaux de velours, laissant la lumière du soleil inonder des coins qui n'avaient pas vu la lumière naturelle depuis des décennies. La table de conférence en acajou, celle où ma famille avait comploté mon expulsion, avait disparu. À sa place, il y avait des canapés confortables, un coin café et un espace de travail commun. Je n'ai pas emménagé. C'est ce que tout le monde s'attendait à ce que je fasse. Ils pensaient que je prendrais la couronne, m'assiérais sur le trône
et regarderait la ville de haut, exactement comme Valérie le faisait. Mais cela n'aurait été que changer le nom sur la porte. Ça n'aurait pas changé l'énergie. Au lieu de cela, j'ai transformé le penthouse en salon communautaire pour tous les résidents. La vue, qui était autrefois réservée au conseil, était maintenant accessible aux enseignants du 4e étage, aux couples de retraités du 8e, et oui, aux freelances des studios. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. La porte s'ouvrit, et Marcel, le concierge en chef, entra. Il tenait un plateau de café, l'air hésitant. Il travaillait dans cet immeuble depuis 20 ans, et pendant 20 ans, il avait été traité comme un meuble. Ça va, Marcel, dis-je en prenant une tasse. Mais j'ai quelque chose pour vous, en fait. Je lui tendis une enveloppe épaisse. Il la regarda, une lueur de peur dans les yeux. Il pensait que c'était une indemnité de départ. Il pensait que la nouvelle propriété signifiait un grand nettoyage. « Ouvrez-la », dis-je doucement. Il sortit les papiers. C'était un nouveau contrat de travail. Il incluait une augmentation significative, une couverture santé complète et une clause garantissant que le loyer de son logement de fonction au rez-de-chaussée resterait gelé aussi longtemps qu'il choisirait d'y vivre. « Je ne comprends pas, » bégaya-t-il. « Votre tante. Elle disait que les coûts du personnel étaient trop élevés. Ma tante volait dans le fonds de réserve pour louer une villa sur la Côte d'Azur, dis-je. Vous êtes la raison pour laquelle cet immeuble tient encore debout. Vous connaissez le nom de chaque résident. Vous aidez avec les courses. C'est vous l'actif de valeur, pas le marbre dans le hall. » Il me regarda, les yeux embués. « Merci, » chuchota-t-il. « Non, dis-je. Merci à vous. » Alors qu'il partait pour commencer son service, j'ai regardé à nouveau la ligne d'horizon. C'est la partie de l'histoire dont personne ne parle. Tout le monde aime la chute. Tout le monde aime le moment où le méchant se fait écraser. Mais la destruction est facile. C'est rapide. C'est satisfaisant d'une manière viscérale, colérique. Mais la vraie justice, c'est plus difficile. C'est ce que j'appelle la justice du semeur. Voyez-vous? Se débarrasser de Maxime et Valérie, c'était juste désherber le jardin. C'était un travail nécessaire. Il faut arracher la pourriture avant qu'elle ne tue tout le reste. Mais si on s'arrête là, on a juste un carré de terre vide. La vraie victoire n'est pas dans ce qu'on enlève. Elle est dans ce qu'on plante à la place. J'ai planté de la sécurité. J'ai planté du respect. J'ai pris les ressources qu'ils accaparaient et je les ai utilisées pour stabiliser le sol pour tout le monde. C'est la seule vengeance qui dure. Il ne suffit pas de gagner la guerre. Il faut construire une paix qui vaut la peine d'être vécue. Je suis sortie du penthouse, laissant la porte déverrouillée. J'ai pris l'ascenseur pour descendre, passant devant les suites de luxe, devant la salle de sport que Maxime n'a jamais construite, jusqu'au 2e étage. J'ai déverrouillé la porte de mon studio. Il était toujours petit. Il avait toujours le parquet éraflé. Mais il était calme. Il était sûr. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressemblait à une partie d'un foyer, pas à une forteresse. Je n'ai pas acheté l'immeuble pour frimer. Je l'ai acheté parce que la dignité ne devrait pas avoir de prix. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'il ne voulait pas vous donner de siège, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous. Construisons quelque chose de vrai ensemble.